Just the way you are de Harry Connick Jr. in 9h09 sur les ondes de Radio Tunis Inter et vous écoutez la matinale. La matinale. Jusqu'à 10h du matin, on est avec vous et comme je vous ai promis, il est 9h10 et je reçois le professeur Montassar Qassem, chef du service de chirurgie générale A à l'hôpital Lalabta. Il est également président du comité d'organisation de la 3e journée du service de chirurgie générale A qui se tiendra donc ce 28 juin dans un hôtel 5 étoiles de Tunis avec pour thème central le cancer du côlon, un événement d'envergure qui réunira des spécialistes de renom venus de Tunisie, de France et d'Italie avec au programme conférences, démonstrations pratiques, vidéos chirurgicales et symposiums. Et on va en parler tout de suite. Professeur Montassar Qassem, bonjour. Bonjour. Merci. Comment ça va? Ça va. Très bien. Vous n'avez pas pu regarder le match, hein? Non, parce que j'avais rendez-vous à 9h du matin, donc je pouvais pas. Et moi-même, pareil, j'avais rendez-vous avec vous. On avait rendez-vous ensemble. Donc on a sacrifié le match. Oui. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler d'un sujet très sérieux qui est aussi en hausse en Tunisie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons un peu de l'organisation de cette 3e journée. Si vous pouvez nous présenter rapidement l'esprit de cet événement et ce qui le rend l'essentiel dans le paysage médical tunisien. Merci beaucoup. Donc, si vous permettez, je vais dire un mot sur le service de chirurgie A, qui est un des plus grands services du pays. Alors, j'imagine que les gens ne vont pas comprendre pourquoi on dit service chirurgie A. Ouais, parce qu'il y a d'autres, il y a B aussi. Oui, il y a le service de chirurgie B à Lalabta. Avant, il n'y avait qu'un seul service. Et à un certain moment, un autre service a été créé. Donc, il y a la chirurgie A et la chirurgie B. La chirurgie A, c'est le service de référence, en fait, parce que c'est un méga service. Le premier chef de service est le père de la chirurgie à Lalabta et le professeur Saïd Mestiri. Et après lui, donc, il y a eu le professeur Hassalah, le professeur Belaïd, professeur Zubair Ben Safta. Et maintenant, c'est moi qui dirige le service. En fait, le terme de chef de service, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Je suis l'aîné du service. D'accord. Donc, parce que tout se fait de façon collégiale. Toutes les décisions se font de façon collégiale. C'est un méga service. Nous avons à peu près entre 80 et 100 lits. Nous sommes 13 chirurgiens seniors, une dizaine de résidents, 5 ou 6 internes et le personnel les alentours de 80 à 100 personnes. Donc comment ça véritablement... va le service, est-ce que... Bon, on va pas parler des moyens, c'est sûr qu'il y a un manque de moyens, il y a toujours des manques de moyens dans les services publics. Je parle pas qu'en Tunisie, je parle en général dans le monde, dans les services publics, il y a toujours un manque de moyens et dès qu'on rajoute des moyens, c'est les bienvenus, bien sûr. Tout à fait. Mais sinon, le niveau personnel, ça va? Tout le monde est... Il n'y a pas un manque de personnel? On est toujours en manque de personnel. D'accord. On est toujours en manque de personnel, soit parce que les gens partent à l'étranger, je parle du personnel paramédical. Oui. Donc, par rapport au personnel médical, nous n'avons pas de problème. Par rapport au personnel paramédical, nous avons des problèmes. Nous ne sommes pas les seuls à avoir ce problème. C'est un problème national parce que beaucoup d'infirmiers et de techniciens anesthésistes partent à l'étranger. Et ces gens-là sont rarement remplacés. Il y a des gens qui partent à la retraite, donc on est toujours en manque. Est-ce qu'on peut casser un peu les gens qui disent oui, mais tous nos médecins partent à l'étranger, les meilleurs partent à l'étranger? C'est vrai ou faux? Non, c'est faux, c'est complètement faux. Beaucoup de bons médecins tunisiens partent, mais moi, avec toute modestie, les meilleurs restent. Parce qu'on en a discuté tout à l'heure un petit peu, en médecine, d'une façon générale, il y a la voie royale, c'est la voie universitaire. Quand quelqu'un réussit son concours d'assistanat, et après son concours d'agrégation, et après son concours de professorat, parce que comme vous le savez, le médecin universitaire passe des concours pratiquement tous les 4-5 ans. Donc, cette voie royale, lorsqu'elle est choisie, les gens qui la choisissent ne partent presque jamais. Parce qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Le salaire est relativement bon par rapport à la population tunisienne. Et puis, il y a la possibilité de faire du privé pour un agrégé de 5 ans. Donc, cette voie royale où les meilleurs, généralement, que les meilleurs choisissent, généralement, ces gens-là qui sont parmi les meilleurs en Tunisie restent. Maintenant, il y a des bons, il y a de très bons qui partent aussi, mais je me révolte quand on dit les meilleurs partent. Non, il y a de bons, il y a de très bons qui partent.
mais il y a de très très bons qui restent. Les meilleurs sont là, ils sont à Tunis. Généralement. Et puis, il y a un autre problème Oui. dont on ne parle pas. On a tendance à dire que tout le monde part, qu'il n'y aura plus de médecins. Non, non, non. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours de très bons médecins en Tunisie. Nous formons 1500 médecins par an entre les quatre facultés. Donc, C'est vous pas mal. imaginez 1500 par an. 15 000 en 10 ans. Voilà, et s'ils ne trouvent pas un boulot en Tunisie, il faut bien qu'ils partent ailleurs. C'est Et normal. puis maintenant, le monde est devenu un village. Le monde est devenu un village. Quelqu'un qui travaille à Gabès arrive à Tunis plus tard que celui qui travaille à Paris. Donc, C'est vrai. donc et le médecin rend service là où il est. Donc, Professeur, avec votre expérience, on est un peu sorti du sujet, mais on va y revenir. Est-ce qu'il y a beaucoup de déserts médicaux en Tunisie? c'est-à-dire... Dans les régions, il y a un gros oui. manque de médecins Il y a- dans les il y régions. a- il y a Ils sont encore- plus concentrés sur le Grand Tunis. pas sur le Grand Tunis, sur toute la côte. D'accord. Donc à Sfax, il y a beaucoup de médecins, à Sousse aussi, à Monastir, sur la côte, à Bizerte, à Tunis. Et à l'intérieur du pays est encore malheureusement Pourquoi lésé. c'est sur la côte? Ils cherchent à rejoindre l'utile à l'agréable? Entre autres. Et parce qu'en plus, il y a plus de possibilités pour leurs enfants, pour leur famille. Donc il y a tout un cadre qui fait que Un le médecin, environnement, tout bien à fait, sûr. un environnement qui fait que le médecin s'installe dans cette région-là. Si les conditions s'améliorent à l'intérieur du pays, généralement les gens vont de plus en plus Ah, qu'est-ce accepter. qu'on pourrait faire pour améliorer justement? Qu'est-ce qui fait qu'un médecin ne va pas, par exemple, je sais pas moi, à Gasserine, ou ne va pas à Gebes, ou ne va pas à des endroits un peu plus repoussés, ou En fait, sans vouloir il y a- faire de marginalisation, Non, non, bien non, sûr. non, mais de toute façon, l'intérieur du pays est magnifique. Mais le cadre est insuffisant. Quelqu'un un médecin qui veut s'installer, ou même un cadre supérieur qui veut s'installer à l'intérieur, il doit trouver des conditions pour que ses enfants aient des études convenables, des moyens de distraction convenables. Donc, il y a tout un environnement, comme vous l'avez dit, qui pousse les gens à rester. Même les gens de la région ne veulent pas rester. Par exemple, allez-y, bien sûr. à un certain moment, on a pensé faire une faculté de médecine à Médine. Parce que, soi-disant, ça allait augmenter le nombre de médecins. Mais non, mais c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas la solution. Faire des facultés un peu partout, ça n'est pas du tout la solution. Parce que les gens qui sont formés à Médine, on ne peut pas les obliger à rester à Médine. Donc, le médecin est libre de s'installer où il veut. Donc, si vous voulez, si on a envie de le garder dans une région particulière, il faut qu'il y ait les conditions nécessaires. Mais je dois avouer que les conditions maintenant, que les choses s'améliorent. Les On est choses sur une s'améliorent. bonne voie. On a plus de médecins spécialistes dans les régions. Donc les autorités essaient de faire le maximum pour améliorer les conditions dans ces régions-là. Et puis, il y a le côté privé-public. Il faut qu'il y ait une intégration entre les deux. Oui. Un médecin privé installé dans une région défavorisée peut rendre service à l'hôpital. Oui, Donc les choses s'améliorent de plus en plus. Alors, vu qu'on parle de bons points, il faut le souligner aussi que le ministre de la Santé est un bon ministre, issu du domaine, issu du terrain, et je pense que il est très accessible par rapport aux médecins et au ministère. Oui, professeur Moussa Ferjani, d'abord, Exactement. c'est un monsieur extraordinaire, c'est un ami, c'est un monsieur du domaine qui connaît parfaitement les problèmes de la médecine tunisienne. Voilà. Il essaie de faire le maximum pour améliorer la médecine tunisienne, qui est en fait une très bonne médecine, mais lui, il est plein dans les problèmes et je pense qu'il fait tout son possible pour régler ces problèmes-là. Et c'est tout à son honneur. On ferme cette parenthèse, on revient à la propos de la 3e journée chirurgicale du service de chirurgie A de l'hôpital, faut pas oublier le A, de l'hôpital la professeur Kassem. Vous en êtes donc le chef de ce service et président aussi du comité d'organisation de cette 3e journée. Si vous pouvez nous présenter rapidement l'esprit de cet événement, de ce qui le rend essentiel dans le paysage médical tunisien. Merci beaucoup. Donc, l'idée nous est venue il y a 3 ans. On s'est dit, nous sommes un grand service. Il est intéressant de créer cette journée scientifique. Donc, et il y a 3 ans, donc, nous avons organisé la première journée. En fait, la journée scientifique d'un service, c'est le propre des grands services. D'accord. À l'instar de ce qui se fait notamment en France. Donc on sait ce qui se passe en France. Donc les grands services font leur journée. Donc on s'est dit pourquoi pas nous. Et c'est une idée en fait
collégial, comme je vous ai dit. La décision dans le service est toujours collégiale. Donc on s'est concerté. On a décidé de faire une première journée qui était un grand succès. On avait parlé à l'époque du cancer du rectum. Une deuxième journée a été organisée l'année dernière. On a parlé du cancer du pancréas. Très bien. Et cette année, on va parler du cancer du côlon. Le cancer du côlon avec le cancer du rectum, c'est une pathologie très fréquente. Pratiquement toutes les semaines, on opère 4-5 cancers colorectaux. C'est un sujet particulièrement préoccupant en Tunisie aujourd'hui, hein, dans cancer du côlon. Dans le monde et en D'accord. Tunisie, puisque c'est le premier cancer digestif. Quand on parle de cancer colorectal, c'est un cancer qui est extrêmement fréquent, qui touche les patients à tout âge. Donc on ne parle plus avant, c'est vrai qu'on disait que c'est un cancer des sujets âgés. Non, maintenant on voit de plus en plus de sujets jeunes touchés par ce cancer. Et puis cette journée, cette troisième journée, que l'on va organiser le 28 juin, dans quelques jours, va parler de cancer du côlon, mais de façon très 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 pointue. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler en général. On a choisi des sujets très particuliers qui touchent bien sûr les spécialistes, mais qui témoignent aussi de la valeur et du niveau atteint par la médecine tunisienne et en général et la chirurgie en particulier. Alors quels sont, docteur, professeur, les objectifs concrets de cette journée? Est-ce avant tout une mise à jour des connaissances, un lieu d'échange entre spécialistes, une formation pour les jeunes médecins, ou tout ça à la fois? Tout ça à la fois. Tout ça à la fois, d'abord parce que lorsque nous organisons notre journée, nous invitons tous les chirurgiens tunisiens du secteur public et privé. Et comme nous avons d'excellentes relations avec tout le monde, les gens viennent. Et ça nous fait énormément plaisir de voir beaucoup de monde, tous les chirurgiens réunis, autour d'un sujet qui nous intéresse tous. Donc il y aura, même si c'est une journée scientifique de haut niveau et qui va toucher les spécialistes, même les jeunes vont avoir quand même accès à cette journée, et il y aura bien sûr le côté formation. En même temps, nous allons recevoir deux éminents experts. Le professeur Jean-Baptiste Bachet, qui est un oncologue de renommée mondiale et qui est professeur à la Pitié-Salpêtrière de Paris, et le professeur Spinelli, qui est une référence mondiale, c'est un expert international. Et ces deux experts n'acceptent pas les invitations, ils vont pas n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Donc, comme ils savent, ils connaissent un tout petit peu Bachet connaît très bien notre niveau, Spinelli il connaît un peu et va le découvrir. Voilà. Donc ces gens-là n'ont pas du tout hésité avant d'accepter notre invitation. On va revenir justement sur ces deux grands noms qui seront justement avec vous le 28 juin. On va parler un peu du contenu scientifique et des nouveautés. Alors le programme, il est très riche, avec plusieurs sessions pointues, comme la chirurgie robotique, la chimiothérapie néoadjuvante, la colectomie laparoscopique, etc. Quels seront, selon vous, les temps forts de la journée? Quelles innovations seront mises en avant? Toutes les sessions sont intéressantes. Toutes les sessions sont intéressantes. On a en fait plusieurs sessions. On va parler du cancer du côlon en général, mais surtout, comme je vous ai dit, on va axer notre journée sur les nouveautés. D'accord. Donc si on parle par exemple de la chimiothérapie néoadjuvante, c'est quelque chose de nouveau. Oui. Ça n'est pas encore le standard. Bien ancré. Ça n'est pas encore ancré, mais ça va venir. C'est-à-dire que dans certaines formes de cancer du côlon localement avancées, il est souhaitable maintenant de commencer par une chimio qui va améliorer les conditions, va diminuer la dimension de la tumeur, va réduire les contacts avec d'autres organes et qui va permettre d'améliorer la résecabilité et la chirurgie. En même temps, ça pourrait améliorer aussi le pronostic et la survie à 5 ans. Donc cette chimiothérapie néoadjuvante est très à la mode maintenant, et Jean-Baptiste Bachet va en parler parce que c'est un des pionniers de cette option. Il y aura la colectomie cellulose, ça c'est notre service qui va présenter, donc nous avons une certaine expérience. Nous présenterons aussi notre expérience par rapport au côlon droit, côlon de gauche, parce que c'est deux entités qui sont très proches mais en même temps très distinctes. Il y a des différences qui font que pourquoi le côlon droit est plus méchant que le côlon gauche, pourquoi une chimiothérapie est plus adaptée à droite qu'à gauche. Donc tout ça va être discuté au cours de cette journée. Il y aura aussi le cancer du côlon métastatique. Tout à fait. C'est un autre sujet. Mais avant, par rapport à la colectomie, nous recevrons aussi un chirurgien turc qui s'est proposé, s'est proposé tout seul
pour venir nous présenter la colectomie robotique, et ceci très à la mode, donc on a dit oui, pourquoi pas. Donc c'est un monsieur qui est assez sérieux, c'est un chirurgien, parce qu'avant d'accepter l'invitation de quelqu'un qui se propose, on ne l'accepte pas de façon délibérée, donc on a vu que c'était quelqu'un d'assez compétent, et il va nous présenter son expérience dans la colectomie robot. Pour ce qui est des métastases, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Le cancer du côlon métastatique n'est plus une fatalité. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a une métastase hépatique ou plusieurs métastases hépatiques qu'on se dit non, ça y est, c'est fini, ramenez-le à la maison et laissez-le dormir, laissez-le mourir. Non, non, non. Maintenant, au contraire, la métastase hépatique peut être guérie. On pouvait dire ça avant, il y a beaucoup d'années. C'est ce que maintenant, vous disiez. Non, non, avant on disait ça. Maintenant, non. Maintenant, la métastase hépatique, au contraire, n'est pas une fatalité. En collaboration avec les oncologues, les radiologues, donc on peut bien sûr guérir les métastases hépatiques. Donc c'est ce que nous allons présenter en fait. Il y a deux volets. Il y a une présentation qui est tout à fait particulière parce que c'est une situation à laquelle nous sommes souvent confrontés dans nos staffs et dans nos RCP. RCP, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaire. Donc nos RCP, donc c'est les malades qui ont un cancer du côlon avec métastase hépatique. Comment faire? Est-ce qu'on commence par le cancer du côlon droit parce que c'est facile et ensuite on s'attaque au foie, ou on commence par une chimiothérapie pour traiter les deux et ensuite éventuellement discuter soit la résection des deux en même temps, soit faire le foie, ensuite faire le côlon, ou faire le côlon, ensuite. Donc c'est une discussion très pointue et très intéressante parce que c'est un sujet de discussion pratiquement de tous les jours. Par rapport à la chimiothérapie, encore une fois, Jean-Baptiste Bachet va nous présenter son expérience, et l'expérience mondiale, parce que c'est des gens qui font beaucoup d'essais et qui sont reconnus mondialement, et à partir de ces essais, on aboutit à des recommandations. Donc, quand Bachet, qui est une référence mondiale, dit « Nous avons fait tel essai, nous avons démontré que finalement on a fait ça et ça et ça et ça et ça », donc on peut aboutir à des recommandations. Donc, il va parler de la chimiothérapie ou des thérapeutiques actuellement disponibles lorsqu'on est en présence de métastases hépatiques d'un cancer colorectal. Alors, parmi les sujets abordés, on en a parlé, on a sorti quelques-uns, le cancer du côlon droit versus gauche, le cancer du côlon métastatique, la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, le syndrome de Lynch, ou encore des techniques comme la robotique single port push ou le transanal staplant anastomosis. Voilà, donc c'est des termes assez scientifiques, mais pour un public non spécialiste, docteur et professeur, pouvez-vous expliquer en quoi ces sujets sont cruciaux dans la prise en charge moderne du cancer colorectal? Donc en fait, notre journée, comme je vous ai dit, elle est comme d'un très haut niveau, donc elle ne s'adresse pas forcément au public tout venant. Donc, mais par exemple, la maladie inflammatoire, ça intéresse beaucoup de gens. D'accord. Lorsque les maladies inflammatoires sont de plus en plus fréquentes en Tunisie. C'est une pathologie des pays développés et maintenant la Tunisie est en voie de développement et maintenant on voit de plus en plus de maladies inflammatoires qui sont de deux types, la maladie de Crohn et la RCH. C'est des maladies qui sont très connues par nos gastro-entérologues et nous-mêmes nous en voyons beaucoup. Donc maintenant, il y a des cas où le cancer se développe sur ces maladies inflammatoires. Donc ça va intéresser les spécialistes, les gastro-entérologues, les chirurgiens, etc. Et ça va aussi intéresser les patients qui sont porteurs de ces pathologies, parce qu'à un certain moment, il faut savoir peut-être s'arrêter, peut-être décider d'opérer pour éviter qu'il y ait une transformation, une dégénérescence de ces maladies inflammatoires. Donc là, c'est un sujet qui est très très intéressant, à la limite pour tout le monde. Le syndrome de Lynch, parce qu'habituellement on dit que le cancer colorectal se développe sur un polype. C'est la réalité. Dans 95% des cas, il y a un polype au niveau du côlon, au niveau du rectum, qui, lorsqu'il n'est pas enlevé, se développe et se transforme en un cancer. Donc c'est dans l'immense majorité des cas, c'est un polype. Or, dans la maladie syndrome de Lynch, ça n'est pas une polypose réelle, c'est ce qu'on appelle le cancer non polyposique. Donc c'est une forme familiale. Professeur Boubacar, qui est une référence tunisienne aussi en gastro-entérologie, il va nous parler, parce que c'est du domaine de la gastro-entérologie, c'est les gastro-entérologues qui font les diagnostics, sinon c'est les oncologues, parce que quand on a un malade jeune qui fait un cancer du côlon, on cherche un problème génétique.
Et parmi les problèmes génétiques que l'on cherche, c'est le syndrome de Lynch. On fait ce qu'on appelle MSI-MSS. Et si le malade jeune, entre 20 et 40 ans, moins de 40 ans, a un cancer du côlon, du rectum, et chez qui on trouve qu'il est MSI, c'est-à-dire microsatellite instable, c'est un syndrome de Lynch. Et dans ce cas, se discute l'attitude. Parce que jusqu'à présent, l'attitude n'est pas univoque. Il y a des gens, heureusement pas la majorité, qui proposent une colectomie totale lorsqu'on est en présence d'un syndrome de Lynch. Nous pensons, nous, et beaucoup de gens avec nous, nous pensons que il est inutile d'aller faire une colectomie. De toute façon, ça ne protégera pas contre la transformation. Alors, professeur, cette journée elle va accueillir des experts donc internationaux. Le professeur Antonio Spinelli, un chirurgien à Milan, le professeur Jean-Baptiste Bachet, oncologue à Paris, et il y aura aussi le professeur Ozgan Izik, un spécialiste de la chirurgie robotique. Que vient-il partager avec les chirurgiens tunisiens et comment percevez-vous la place de la Tunisie dans ce type de coopération médicale internationale? Merci pour cette très très belle question. Donc, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, ou peut-être un peu plus, les experts étrangers venaient en fait nous enseigner la médecine en général et la chirurgie en particulier. Maintenant, ça n'est plus le cas. C'est plus un échange que enseignant et étudiant. Que pédagogique, quoi. Tout à fait, non. Cet échange avec ces experts étrangers va nous permettre de confronter nos résultats et nos attitudes. C'est vrai que nous aussi, on suit les recommandations mondiales, parce que on ne peut pas rester dans son petit coin et faire ce qu'on veut. Il faut être à la page, quoi. Bien sûr. C'est normal. Le médecin tunisien est à la page. Et le chirurgien tunisien est à la page aussi. Et c'est pour ça que l'on essaie d'être le plus à la page. Donc, s'il y a des choses nouvelles qui sont étudiées au cours des grands congrès, notamment d'oncologie, il faut qu'on soit au courant de ces nouveautés. Et ça nous permet, bien sûr, comme vous l'avez dit, d'être à la page et d'être toujours à un très haut niveau. Le professeur Spinelli, ce n'est pas un chirurgien quelconque. C'est un expert mondial en chirurgie colorectale. Et en plus, les deux techniques que vous avez citées, c'est des techniques à lui. Donc c'est lui qui fait cette technique et c'est lui qui a créé cette technique. Ça touche plus le rectum que le côlon, certes, mais nous avons pensé que avoir Spinelli avec nous et ne pas profiter de son expérience à ce niveau-là, ça aurait été quand même une aberration. Donc on a décidé de faire une petite entorse au sujet et déborder un peu sur le rectum. Il va nous présenter sa technique à lui. Pour le bien des connaissances. Tout à fait. Et ça rentre dans le cadre de la formation, surtout des jeunes et des moins jeunes aussi. Professeur, est-ce que cette journée, elle est aussi l'occasion pour les jeunes chirurgiens internes ou étudiants en médecine de s'enrichir au contact d'experts et de découvrir de nouvelles techniques? Certainement. Le résident chez nous, qui est l'équivalent de l'interne en France, est un médecin, est un chirurgien en formation. Donc la durée du résidenat en chirurgie, c'est 5 ans. Donc 5 ans, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Au cours de ces 5 ans, il y a la pratique aussi, parce que bien sûr, c'est des gens qui commencent à opérer, et quand ils atteignent la 5e année, ils ont une certaine expérience technique. Mais à côté de la technique, il y a la théorie qui est fondamentale. Et moi, je dis toujours à mes élèves, je leur dis, la chirurgie, c'est assez compliqué, mais il ne faut pas la compliquer encore davantage. Donc, la base d'un grand chirurgien, c'est les bonnes indications. C'est-à-dire que lorsqu'on porte une bonne indication devant un patient donné, la chirurgie devient facile. Si on essaie de faire n'importe quoi, là, on va compliquer encore plus la chirurgie qui est assez compliquée. Donc, par rapport aux résidents qui sont en fait l'équivalent des internes en France, ils sont toujours en formation et cette journée-là est particulièrement formatrice pour eux. Parce qu'ils vont être confrontés aussi bien à des choses basiques, mais ils vont voir aussi des choses de très haut niveau, donc de la chirurgie de pointe, et cela va probablement les inciter à rester dans le domaine universitaire, d'une part, et puis ça va leur donner une idée sur ce qu'ils vont apprendre dans quelques années. Alors, on va parler aussi, professeur, d'organisation et de perspective. Alors, on a dit que, je vais reposer la question, c'est pas grave, à qui s'adresse cette journée? Est-elle réservée aux chirurgiens digestifs ou ouverte à un public médical plus large, oncologues, radiologues, étudiants, ou tous à la fois? En fait, le cancer du côlon touche tout le monde. Le cancer du côlon touche les médecins, toutes spécialités confondues. Les médecins, avant d'être spécialistes, nous sommes des médecins généralistes. Nous sommes formés comme médecins généralistes, c'est après que nous choisissons nos spécialités. Donc le médecin, en commençant par le médecin généraliste, il doit savoir
les signes qui orientent vers un cancer du côlon. Donc c'est les symptômes, tout à fait. Donc c'est très important pour un médecin généraliste, par exemple, de faire le diagnostic au tout début pour qu'on puisse être curatif réellement. Parce qu'il faut savoir que le cancer du côlon et du rectum aussi, lorsqu'ils sont opérés, lorsqu'ils sont pris en charge au tout début de la maladie, ils guérissent à 100%. Ça, c'est extraordinaire. Malgré qu'ils sont silencieux. Silencieux, oui, mais ça n'est pas toujours le cas. Il y a toujours un petit signe. Il y a quelque chose. Donc, quand quelqu'un est bien formé, il va découvrir ce petit signe. Parce qu'il faut poser les bonnes questions. Le patient peut négliger un petit signe, mais le médecin, non, il n'a pas le droit de négliger là. Donc il faut aller poser les bonnes questions. Donc le médecin généraliste peut être concerné par notre journée. Les spécialistes aussi. Donc les spécialistes, surtout les spécialistes de la pathologie digestive, donc les gastro-entérologues, les radiologues, les oncologues médicaux, les radiothérapeutes, les chirurgiens bien sûr, les chirurgiens digestifs. Donc il y aura, je pense, tous ces gens-là sont concernés par la journée et je suis certain qu'ils seront présents au cours de notre journée. Combien de participants attendez-vous, professeur, pour cette édition, et comment se passe la logistique pour un tel événement? Bon, il y a une chose qui est extraordinaire aussi, c'est que c'est une journée qui est gratuite. Il n'y a pas d'inscription, donc les gens viennent, tous ceux qui viennent vont assister. C'est une journée qui s'étale entre toute la matinée du samedi, de 9h du matin jusqu'à 14h, et après on leur offre un déjeuner. Donc on fait tout pour les garder, les appâter et les garder après. Pour ce qui est de la logistique, donc nous avons pu en contactant les amis, bien sûr, les amis, je veux dire les laboratoires, et beaucoup de laboratoires répondent positivement à notre... c'est grâce à eux que l'on peut, bien sûr, financer cette journée. Donc, ça sera organisé par une société organisatrice qui s'occupe de toute la logistique. Et les gens sont invités. J'insiste pour dire que c'est gratuit, il n'y a pas d'inscription. Donc, tous ceux qui veulent assister seront les bienvenus. Venez gratuitement pour vous instruire. Tout à fait. C'est pas mal. C'est magnifique. C'est une bonne guerre. Il faut vraiment vouloir ne pas vouloir savoir, et ne pas vouloir. Exactement. Notez ça sur votre agenda, en tout cas tous les médecins, les spécialistes, les médecins généralistes aussi, ainsi que les spécialistes, notez sur votre agenda. Je suis sûr que c'est déjà fait pour beaucoup d'entre eux. Certainement. Alors, quelles sont selon vous, on va passer un peu à l'ADAPT, à votre service, les grandes priorités du service de chirurgie A de l'ADAPT dans les années à venir? Quels sont les défis ou les projets que vous portez? Donc nous sommes d'abord la chirurgie A de l'ADAPT, comme je vous ai dit, nous sommes une grande équipe et tous les chirurgiens sont de très haut niveau à tous les niveaux. D'abord sur le plan technique, ça c'est très important, mais sur le plan pédagogique aussi. Donc nous sommes fiers de dire que nous sommes un service formateur et parmi les meilleurs services formateurs du pays. Même en Afrique. Oui, je pense qu'on peut en Afrique. Vous avez tout à fait raison parce que vous venez de me rappeler que nous recevons pas mal de confrères du Burkina, du Mali, du Niger, des résidents qui sont formés chez nous, tout à fait. Donc en Afrique aussi. Donc nous sommes un service formateur. Parmi nos objectifs, c'est former les jeunes. Et tout à l'heure, on a parlé du départ des chirurgiens et des médecins d'une façon générale. Lorsqu'ils sont bien formés, ils restent. Normalement, ils restent. Parce que s'ils sont très bien formés, il y a deux voies, comme je vous ai dit, il y a la voie royale, la voie universitaire, mais il y a la voie soit de la santé publique dans les régions défavorisées ou dans le privé. Donc, mais il faut qu'ils soient bien formés. Et notre premier objectif, depuis toujours, ça n'est pas une nouveauté. Donc depuis toujours, depuis que j'étais moi-même interne, le service de chirurgie est considéré comme un des meilleurs services formateurs du pays. C'est la première priorité. La deuxième priorité, donc formateur, quand je parle de la formation, ça commence par les étudiants en médecine. C'est-à-dire, on commence à recevoir des étudiants de deuxième année, ensuite les étudiants de quatrième année, parce que c'est en quatrième année que l'on enseigne la pathologie chirurgicale, ensuite on reçoit des internes et on reçoit des résidents. Les résidents, peut-être que nous sommes parmi les premiers services choisis par les résidents, parce qu'ils savent
qui seront bien formés. Bien Un encadrés, résident oui. qui passe en chirurgie A, c'est un résident qui sera bien formé et et il sait très bien qu'à partir du moment où il est bien formé sur tous les plans, sur le plan théorique, sur le plan pratique, et il va certainement réussir ses concours, le concours d'assistanat qui vient juste après la fin du résidanat. Alors, quelques dernières questions, hein. Quelle est votre vision pour les prochaines éditions de cette journée? Envisagez-vous d'ouvrir davantage à l'international ou de traiter d'autres pathologies majeures? Oui, certainement. Donc, il faut d'abord, il faut trouver la première chose à laquelle je pense, c'est les moyens. Les moyens pour pouvoir continuer à organiser. J'espère qu'on aura suffisamment de moyens pour continuer à organiser ce genre de journées qui sont très intéressantes pour nous, bien sûr, et pour tout le monde. Donc, l'équipe, elle est convaincue qu'il faut continuer à organiser ce genre de journée. Et normalement, la 4e journée est prévue, je l'espère de tout cœur, pour juin 2026. Le sujet, on ne l'a pas encore choisi. Mais par contre, le lieu pour en parler, c'est déjà choisi. Oui, C'est certainement. RTCI. Ah, certainement. certainement. Je réitère mes remerciements pour cette invitation. Avec grand plaisir, c'est normal, c'est le moindre qu'on puisse faire. Merci beaucoup. Est-ce que, alors une question, on va rentrer dans les... Je fais toujours ça avec les professeurs qui viennent me voir, on termine avec les idées reçues et les intox. Alors déjà, avant de rentrer dans les idées reçues et les intox, est-ce que les pesticides, professeur, et le travail dans les champs, les agriculteurs, est-ce que ça a un rapport avec le cancer du côlon? Avec le cancer du côlon, pas directement. D'accord. Donc, c'est une question d'un auditeur qui voudrait savoir. Non, les pesticides ne sont pas impliqués dans les cancers directement dans le cancer du côlon. Bon, on ne parle jamais de pesticides dans le cancer colorectal. D'accord. Mais les pesticides, c'est des substances toxiques. Ah oui, ça peut provoquer d'autres cancers. Certainement. On voudrait savoir avec le cancer du côlon. Ça n'est pas signalé. Ça n'est pas signalé. Alors, intox et idées reçues, le cancer du côlon ne touche que les personnes âgées. Non, ça c'est de l'intox à 100%. Le cancer du côlon touche le plus souvent les sujets âgés. Parce qu'il augmente avec l'âge. Tout à fait. Parce que, en fait, comme je vous ai dit, ça se développe toujours sur un polype. Et les sujets âgés développent plus de polypes que les sujets jeunes. Très bien. Donc, mais un sujet jeune qui voit apparaître des signes inhabituels, des symptômes inhabituels, doit s'inquiéter et doit consulter. Il ne doit pas se dire, non, je suis jeune, je suis protégé. Non, ça c'est complètement faux. Dès les premiers signes inhabituels et qui durent dans le temps, je ne parle pas d'une diarrhée de 3 jours. Non, je parle d'une diarrhée qui dure une quinzaine de jours, avec surtout s'il y a du sang dans les selles, s'il y a des douleurs inhabituelles, s'il y a un amaigrissement, le malade doit s'inquiéter. Pour uriner, s'il faut pousser et tout, c'est pas normal. Ça, c'est plutôt la prostate. Ah oui. Ça, c'est plutôt notre sujet. Mais si on va aller très loin, tout signe inhabituel doit pousser les gens à les consulter. Alors, deuxième idée reçue, ce cancer est toujours détecté tard, donc incurable. Non, c'est complètement faux, c'est de l'intox. Il n'est pas toujours diagnostiqué tard. En fait, il y a deux volets. Il y a les malades qui négligent leur pathologie, leur symptomatologie, et ils viennent tardivement. Ces malades-là peuvent être diagnostiqués à un stade de métastase et les guérir totalement devient un peu plus difficile. Il y a les malades qui consultent rapidement. Ces malades-là, lorsqu'on les opère à un stade précoce, sont guéris totalement. Mais il y a un autre groupe très particulier, c'est des malades qui consultent tardivement et pourtant, le cancer n'est pas très évolué. Donc en fait, il y a une susceptibilité individuelle. Il y a des cas très particuliers, mais ce n'est pas la règle. Quand on consulte tôt, on peut les guérir totalement. Lorsqu'on consulte tard, on a moins de chances de guérir. Troisième idée reçue, il n'y a pas de symptômes, donc inutile de s'inquiéter. Pour le cancer du côlon. Logiquement, oui. Quand quelqu'un n'a pas de symptômes... Non, ce qu'il veut dire, c'est que celui qui a un cancer... J'ai compris. Non, quand quelqu'un n'a aucun symptôme, bien sûr qu'il n'a pas besoin de consulter. Bon, maintenant, à partir de 50 ans, il est souhaitable de faire une coloscopie. D'accord. Donc pourquoi? Parce que le polype évolue à bas bruit. Donc quand on a un polype, on n'a aucun signe. Mais quand il devient un cancer, oui. Donc si à partir de 50 ans on fait une coloscopie qu'elle est normale,
on est tranquille pour 5 ans. Quatrième idée reçue, le dépistage est désagréable, donc je préfère ne pas le faire. Non, il y a dépistage et dépistage. Il y a le dépistage de masse. Il y a le dépistage individuel. Le dépistage individuel, c'est la coloscopie. Oui. Donc le dépistage, quand on parle de dépistage, c'est des gens asymptomatiques. Lorsque quelqu'un a des signes, ça n'est plus d'un dépistage, c'est un diagnostic. Il faut faire un test d'immunologie au début. C'est un test, on appelle ça l'hémoculte, c'est-à-dire recherche de sang dans les selles. Ça, c'est le dépistage de masse. C'est-à-dire qu'on peut venir, on se dit, on va chercher le cancer du côlon, par exemple, je dis comme ça, Oui. à la radio tunisienne. On prend tout le personnel de la radio tunisienne, on en fait l'hémoculte. C'est-à-dire rechercher du sang et non visible, invisible, dans les selles. Okay. Et chez les gens qui ont du sang dans les selles, on en fait la colo. D'accord. Bon, ça ne veut pas dire que lorsqu'on a du sang, on a un cancer. Forcément, Mais celui qui a du sang dans les selles a plus de risque d'avoir un cancer du côlon. Donc ça, c'est le dépistage de masse. Le dépistage individuel, c'est quelqu'un qui n'a rien, qui n'a aucun signe. Il se dit, moi j'ai maintenant 50 ans, j'ai peur d'avoir un cancer du côlon du rectum, je vais demander une coloscopie et fait sa coloscopie. Mais on ne peut pas faire un dépistage de masse avec la coloscopie. Très bien, professeur. Alors, cinquième idée reçue, si je mange sainement, je ne risque rien. Bon, sainement, faut définir. Ça réduit le risque. Ça réduit le risque. En fait, théoriquement, on dit que la surconsommation de viande rouge augmenterait le risque de cancer colorectal. La surconsommation de viande rouge. Et la consommation excessive de fibres, donc de fruits et de légumes frais, diminuerait le risque de cancer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas de rapport direct entre la consommation de viande rouge et donc finalement, quand on parle d'hygiène de vie et d'alimentation saine, il faut éviter les excès. Éviter les excès, surtout éviter l'excès en viande rouge. Par contre, ne pas éviter l'excès en fruits et en légumes frais. Alors, sixième idée. Et le tabac aussi. Et le tabac, oui, alors le tabac, il est incriminé partout. Partout. Très bien. Alors, le cancer, sixième idée reçue, le cancer du côlon est un cancer d'homme. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, c'est de l'intox. Maintenant, peut-être qu'on voit plus de femmes que d'hommes. Mais je pense que c'est il y a autant d'hommes que de femmes qui ont des cancers colorectaux. Non, c'est une idée reçue c'est de l'intox, c'est complètement faux. Très bien. Alors la dernière que j'ai, c'est après un cancer du côlon, on ne peut plus avoir une vie normale. Non, c'est de l'intox aussi. Quelqu'un qui est opéré d'un cancer du côlon ou du rectum ne peut pas avoir de vie normale, dans le sens où quand quelqu'un est opéré, il y a toujours des petits inconforts, des petits soucis, mais il peut reprendre une activité strictement normale et une vie normale. Très bien. Merci beaucoup, professeur Qassama, pour votre présence ce matin et pour toutes ces précieuses informations. On rappelle que la 3e journée du service de chirurgie générale A de l'hôpital arabe, ça se tiendra donc ce samedi 28 juin dans un hôtel 5 étoiles à Tunis, autour du thème central, on vient d'en parler, du cancer du côlon. Une journée scientifique de haut niveau marquée par la présence d'experts internationaux et placée sous le signe du partage de savoir, de l'innovation chirurgicale et de la collaboration. Bon courage à vous et à toute l'équipe pour l'organisation et très bon événement. Merci beaucoup, Zimad, et c'était très agréable et je pense que je vais revenir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Restez avec nous tout de suite, bien sûr, proverbes et expressions populaires présentés par Serge Labouchelben.